Quelle que soit la gravité de votre problème, n'hésitez pas à nous joindre. Tous les vendredis soirs, nous sommes là pour vous aider. Alors, si vous pensez être victime d'une injustice, 0826 107 109, adresse de Sans Aucun Doute, bien sûr, et le net, tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Vous pouvez nous laisser un message, laissez bien sûr vos coordonnées. L'histoire que vous allez voir maintenant peut paraître complètement hallucinante. Un homme va venir nous la raconter, vous allez voir un long reportage, mais que cela fasse prendre conscience à tout le monde que vraiment, ce genre de choses peut arriver à n'importe qui. On n'avait encore jamais traité un cas pareil. Vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Nous accueillons Christophe sur le plateau de Sans Aucun Doute. Christophe Ardouin était marié depuis 20 ans avec Nathalie. En mai 2003, elle se tue en voiture. Christophe est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Bonsoir Christophe, soyez le bienvenu. Bonsoir. Vous vous retrouvez dans un imbroglio juridique qui vous dépasse complètement aujourd'hui. Oui. En 2 mots, car un long reportage maintenant va nous expliquer ce qui s'est passé. Vous étiez marié depuis 20 ans, 20 ans, oui. À une femme dont vous nous dites qu'elle avait quelques problèmes psychologiques. Oui. Un soir, vous étiez couché en train de dormir. Votre femme se lève, prend sa voiture et se tue, toute seule. Aujourd'hui, vous êtes... D'abord, vous avez été accusé par le procureur, oui. Dans un premier temps, pour non-assistance à personne en danger. Voilà. Et là, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Pas du tout, non. C'est très dur à supporter et très dur à vivre. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de mieux comprendre maintenant avec ce reportage. Coraline Cortot. J'ai vécu trop de galères, moi. Mon père, c'est pas mieux. Et j'ai qui se balait. J'arrive même pas à vivre comme les jeunes de maintenant. Pour me soulager, je me dis que si tout ça arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on avait besoin de parler d'elle et elle méritait. C'est tout. Le 17 mai dernier, la vie de toute une famille a basculé. C'est ici, au bord de cette route, que Nathalie Ardouin, mère de 3 enfants, a rendu son dernier souffle dans un accident de voiture. Pourquoi est-elle partie? Où allait-elle à 4h30 du matin? Nathalie était la seule à connaître les réponses. Seule certitude, elle était sous l'emprise de l'alcool, donc pas en état de prendre le volant. Son mari, déchiré par ce drame, aurait tout fait pour la retenir et éviter le pire. Mais la justice en doute. Aujourd'hui, Christophe est accusé de non-assistance à personne en danger. Si j'avais pas eu mes enfants, je crois que j'aurais pété les plombs, je me serais laissé aller, j'aurais été vivre tout seul. Ou je me serais laissé aller jusqu'à peut-être la rejoindre où elle est aujourd'hui. Pour comprendre la détresse de cette famille, il faut connaître son passé, et plus particulièrement celui de Nathalie Ardouin. Retour sur un destin tragique. Christophe et Nathalie se rencontrent en 1983, ils tombent fous amoureux. 2 ans plus tard, Nathalie donne naissance à son premier enfant, il s'appellera Grégory. Nathalie et Christophe sont comblés, ils veulent sceller leur union. En 87, ils se marient. Là, ça a été le déclic de notre vie de famille. Et c'est des moments très agréables et super. À cette époque-là, avec ma femme, on était très bien, elle était très solide et elle était bien dans sa tête. Nathalie et Christophe sont jeunes et insouciants, ils croquent la vie à pleines dents. Mais la famille s'agrandit, le couple doit alors subvenir aux besoins de 3 enfants. Les petits boulots ne payent plus, le couple manque d'argent. Nathalie, avide de liberté, supporte mal le quotidien. Pour Michel, sa mère, sa fille rêvait d'une autre vie. Elle n'était pas faite pour avoir une vie de famille. Je pense pas, du tout. Je crois pas. Ça a été quelque chose que l'on vit, qu'elle a vécu, mais je pense qu'elle n'était pas faite pour une vie de famille. Pas du tout. Ni une vie de maîtresse de maison, de tout ça, non. C'est pas qu'elle nous aimait pas ni rien, mais elle était pas faite pour la vie de famille, quoi. Ça allait un week-end et puis après c'était bon, quoi. Elle en avait marre. Ma mère est restée une jeune fille, une adolescente. Elle avait envie de bouger, de s'éclater, de bosser dans ce qu'elle aimait. Fin 95, Nathalie change. Elle reprend des études à Paris et retrouve sa vie de jeune fille.
Christophe veut le bonheur de sa femme, il la laisse prendre son envol sans rien dire. Le couple résiste et ne se sépare pas. En l'absence de sa femme, Christophe assume le rôle de maman. Nathalie, elle, se détache de plus en plus de sa famille. Passionnée d'informatique, elle découvre Internet et finit par passer des nuits entières dans un monde virtuel. Pour elle, c'était un moyen de passer la nuit et de la passer avec des personnes, avec quelqu'un qui... Elle m'appelait, mais c'était qu'une personne, tandis que là, elle avait autant de personnes qu'elle voulait. Je m'inquiétais un petit peu, elle me disait, mais non, maman, je suis très bien là. Si j'ai pas ça, je ne peux pas vivre. Nous, on n'existait quasiment plus. C'est dès qu'elle rentrait, c'était... Je pose mes affaires, je vais sur le PC, on a voulu parler, rien à faire. Donc voilà, j'avais l'impression, moi, de lui parler à un fantôme. Nathalie se crée une autre vie, elle semble heureuse. En réalité, il s'agit d'une fuite en avant. Elle va mal et refuse tout dialogue. Sa famille le sent, mais elle est loin d'imaginer la suite. L'envie de fuir à tout jamais. Alcool plus médicaments, un cocktail fatal. Une nuit de 98, Nathalie tente de mettre fin à ses jours. C'est au petit matin que Christophe la découvre inerte sur la table du salon. Il alerte aussitôt les secours. Nathalie est sauvée. Mais cette fois, Christophe ne lui laisse pas le choix. Elle doit s'expliquer. C'est là où elle m'a expliqué qu'en fait, elle venait de perdre un ami proche, où elle m'a pas dit directement avec qui elle était, mais je suppose qu'elle était, il était plus proche qu'elle voulait me le dire. Et malheureusement, cette personne est morte par un accident de voiture, ce qui l'a, à mon avis, complètement bouleversée. Et de perdre un ami dans un accident, c'est toujours tragique. Et comme elle était déjà détachée de sa famille, ça a été un coup de grâce pour elle, ça a été un coup dur. Le choc est terrible. Christophe apprend que sa femme a une double vie. Il doute, mais pas question de divorcer. Nathalie a trop besoin de lui. Et puis surtout, Christophe, lui, est toujours amoureux. Malheureusement, elle a voulu refaire sa vie ailleurs, c'était son choix. Mais on restait quand même les meilleurs amis du monde et elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, comme moi je pouvais compter sur elle. Je pense qu'ils étaient faits pour être ensemble. Et chacun connaissait, se connaissait, ils savaient qu'ils étaient faits pour être ensemble. Et que l'un assumait les défaillances de l'autre. Et que l'autre ne pouvait pas vivre sans l'un. Malgré le soutien permanent de sa mère et de son mari, Nathalie s'enfonce dans la dépression. Mais à l'extérieur, en société, c'est une femme comme les autres. Nathalie était quelqu'un c'était deux personnes complètement différentes. C'était la femme du jour. Les gens la croisaient ou la connaissaient, discutaient avec elle. C'était une femme extraordinaire, intelligente, cultivée, très bien en sa peau. Nathalie vit et travaille à Paris la semaine. Effectivement, ses collègues de travail la connaissaient sous un jour radicalement différent. Nous n'avons jamais vu Nathalie dans des états dépressifs. Nous n'avons jamais eu à constater des états de larmes ou d'anxiété, d'angoisse particuliers. Et elle avait d'excellentes relations avec ses collègues de travail. Elle était très consciencieuse. Dans ces moments de déprime, Nathalie trouve le réconfort auprès de Christophe ou au téléphone avec sa mère. Mais elle est insomniaque et la nuit, elle se retrouve seule face à ses démons. À 5 reprises, elle tente de mettre fin à ses jours. Grégory, son fils, a tout vu. Des images insoutenables, gravées à jamais dans sa mémoire. J'ai assisté à 3 tentatives de suicide. 3. Celle qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai retrouvé ma mère, quand j'ai ouvert la salle de bain. C'était tailladé les 2 veines, les 2 bras. Et il y a un autre coup aussi, c'était shooté au cachet. Et ça, c'était très dur aussi pour moi. Et puis il y a un autre coup, mais je me souviens plus vaguement. Et ça, ces 2 tentatives-là ont été trop dures pour moi. Quand Nathalie est à la maison, la famille vit un stress permanent, guettant la moindre crise. J'ai évité d'avoir de l'alcool à la maison. J'ai évité de laisser les clés sur la porte quand la soirée se prolongeait un peu trop, parce que j'étais toujours inquiet qu'à un moment à l'autre, elle allait péter les plombs, qu'elle prenne la voiture ou qu'elle fasse autre chose. Je planquais les médicaments. J'étais toujours sur surveillance pour elle, oui. C'était une angoisse permanente. C'était se dire tout le temps, bon, elle a été bien, mais
il y a quelque chose qui va arriver. Et donc toujours sur le qui-vive. Soutien inconditionnel des proches, conseil du médecin traitant, rien n'y fait. Nathalie nie ses troubles et refuse de se soigner. Ses séjours à l'hôpital après chaque tentative de suicide sont de courte durée. Une des dernières fois où je l'ai emmené aux urgences, j'aurais demandé aux pompiers, et surtout aux urgences, qu'ils l'attachent. Malheureusement, j'ai demandé à qu'on attache ma femme, parce qu'elle se sauvait, à rester là-haut 1 heure, malgré tout ce qu'elle pouvait avoir ingurgité, bu ou avalé en médicaments. Elle avait encore la capacité, avec de son caractère fort, de se sauver. Quand elle s'enfuit de l'hôpital, Nathalie a 2 points de chute. Quand elle ne rentre pas chez elle, c'est dans le bar d'Annie, une amie, qu'elle se réfugie. Un matin, je la vois arriver avec des gaines à ses bras. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, elle a commencé à me raconter un petit peu des histoires en me disant qu'elle sortait effectivement de l'hôpital, mais qu'elle avait, qu'elle avait cassé un miroir et qu'elle s'était qu'elle s'était esquinté les veines. Alors la connaissant, je lui dis, bon, écoute... d'un bras peut-être, mais les deux au même endroit, non, là je pense que... Et encore une fois, elle était encore partie et elle s'était sauvée. Malgré toutes ces dures épreuves, Christophe est là pour le meilleur et pour le pire. Sans relâche, il témoigne son amour à Nathalie. C'était sa vie, Nathalie était sa vie. Mon père a toujours été là. Mon père, pour moi, c'est mon héros. J'ai pas connu un seul homme dans mes amis, dans ceux que je côtoie. Si jamais un autre homme avait une femme comme ma mère, il l'aurait lâché au bout d'un mois. Christophe et ses enfants vont vivre le pire. Le 17 mai 2003, Nathalie connaît une fin tragique. Malheureusement, elle est morte sur le coup et on m'a prévenu, il était trop tard. Alors que Christophe n'a pas fait le deuil de sa femme, la justice l'accuse de non-assistance à personne en danger. En plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour trouver une solution à l'épreuve que traverse Christophe. Il y a quelques minutes, Christophe nous confiait sa terrible histoire. Le 17 mai 2003, sa femme se tue dans un accident de voiture. Dépressive, elle avait fait auparavant 5 tentatives de suicide et réclamait la surveillance constante de Christophe qui redoutait le pire. Le soir du drame, elle a échappé à la vigilance de son mari. Je pouvais plus rien faire pour l'empêcher de partir. Aujourd'hui, Christophe n'a pas fait le deuil de sa femme, mais il doit faire face à l'accusation terrible de non-assistance à personne en danger. Mon père a toujours été là. Mon père, pour moi, c'est mon héros. J'ai pas connu un seul homme dans mes amis, dans ceux que je côtoie. Si jamais un autre homme avait une femme comme ma mère, il l'aurait lâché au bout d'un mois. Mais un soir, Nathalie déjoue la surveillance de Christophe. Nous sommes le vendredi 16 mai 2003. Nathalie rentre chez elle pour le week-end. Cette soirée est une soirée comme les autres. Comme d'habitude, après avoir embrassé ses enfants, Nathalie se plonge sur Internet. Les heures passent, Christophe tombe de fatigue et s'endort, mais le sommeil léger. Je me suis réveillé vers 2h du matin, elle était toujours sur son ordinateur, tout allait au mieux. Elle m'a juste demandé de rester couché, que tout allait, que je la dérange pas sur son net, quoi. Comme elle était toujours, quand elle était sur son ordinateur, il fallait pas la déranger. Donc je suis retourné me coucher. Christophe se rendort, mais Grégory, lui, est encore éveillé. Il sait que sa mère surfe sur le net, il a du mal à trouver le sommeil. Je commençais à me rendormir, je me rappellerai toujours des bruits. Elle était partie à la cuisine, elle était en train de se faire à manger. Et elle était en train de manger quand je m'endormais. Et en général, quand elle faisait ça, après manger, elle allait se coucher. Le père et le fils finissent par s'endormir, mais à 4 heures, Christophe se réveille en sursaut. C'est là que je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun bruit dans la maison. Donc j'ai couru à la fenêtre là-haut et je l'ai vu à sa voiture. Et je l'ai appelée, en ouvrant la fenêtre, je l'ai appelée, Nat. Elle m'a pas répondu, elle est restée de dos. Et j'ai cavalé l'escalier. Quand je suis arrivé en bas, elle avait déjà pris la voiture en main, elle avait fermé les portes de l'intérieur et je pouvais plus rien faire pour l'empêcher de partir. Trop tard, Nathalie démarre, Christophe ne peut rien faire. Ce n'est pas sa première crise, Nathalie va sûrement revenir, il retourne se coucher.
Quelques heures plus tard, ce sont les gendarmes qui le réveillent. Samedi 17 mai, il est 8h. Christophe apprend que sa femme est décédée dans un accident de la route. La réaction a été un éclat de pleurs et une ère. Pour moi, ça a été le monde m'est tombé sur la tête et la réaction était complètement vidée, j'avais plus rien. Nathalie laisse 3 enfants derrière elle. Les jours, les semaines et les mois qui suivent sont terribles pour la famille. Incompréhension, colère, tristesse, personne ne comprend ce qui s'est réellement passé. Mais Christophe n'est pas au bout de ses peines. 5 mois plus tard, il reçoit une lettre d'huissier. Christophe est accusé de non-assistance à personne en danger. Je l'ai relu et j'y croyais pas sur le coup. Je l'ai relu 3-4 fois pour bien comprendre le sens de la lettre. Quand j'ai lu abstenu volontairement de le faire, c'est volontairement, c'est le mot volontairement veut dire ce qu'il vaut. C'est que j'ai laissé ma femme partir, mourir sur la route cette nuit-là. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible qu'on ne peut pas accepter. Vis-à-vis, même si c'est de la loi, si c'est écrit par un procureur, c'est inadmissible. Comment Christophe peut-il faire l'objet d'une accusation aussi grave? En relisant le procès-verbal de gendarmerie, une phrase le glace. Il aurait déclaré ceci: « Elle a bu au moins une bouteille de whisky devant moi ». Les gendarmes, quand ils m'ont posé la question de savoir si elle était en état de conduire, j'aurais répondu tout simplement qu'avec une bouteille de whisky, n'importe qui aurait été incapable de prendre le volant. Ce qui aurait été très dangereux pour lui et puis pour le public. Mais si j'ai dit ça, c'est pas parce que j'ai passé la nuit à la regarder boire, c'est parce que la bouteille, je l'ai trouvée le lendemain matin, quand la gendarmerie est venue frapper chez moi. Sous le choc, Christophe a signé le procès-verbal sans le relire. L'accusation vient-elle de là? Il veut en avoir le cœur net. En caméra cachée, nous l'accompagnons à la gendarmerie pour obtenir des explications. L'agent qui a dressé le procès-verbal nous reçoit. Le seul reproche qu'on peut vous faire, c'est de ne pas avoir avisé les services de police. Je ne jette pas la pierre, hein. J'aurais peut-être eu la même réaction, on ne sait pas, dans ces cas-là. On est tous pareils. Si t'avais appelé, ça aurait changé quoi? Physiquement, on n'avait pas les moyens de mettre sortir un régiment de gendarmes qu'on n'a pas d'ailleurs, hein, pour chercher un véhicule. Où, quand, comment, bon. Mais la loi reste la loi. L'enquête conclut à un accident, cela ne dit pas tout. Pourquoi Nathalie a-t-elle décidé de prendre sa voiture? Où allait-elle? Aucune réponse, des indices seulement. Notamment un relevé téléphonique. La nuit du drame, Nathalie appelle plusieurs fois le même homme. Cet homme, elle le connaît bien, c'est son petit ami chez qui elle vit la semaine à Paris, depuis 1 an. Nous le contactons, il nous explique comment s'est passée sa dernière journée avec Nathalie. Dernier jour, le vendredi, moi je suis allée travailler. Donc le matin, je lui ai dit au revoir, le petit sourire, tout ça allait bien quoi. C'était le soir, la conversation s'envenimait. Moi j'en ai eu marre, on s'est engueulé au téléphone, j'ai raccroché, puis je suis allée me coucher. Et la conversation s'est envenimée à propos de quoi? C'était des histoires de couple. C'est à 22h qu'il lui parle pour la dernière fois. L'homme n'en dira pas plus sur l'objet de la discorde, mais Nathalie semble avoir des choses à rajouter. Puisqu'en 3 heures, elle tente de le joindre 19 fois. Les communications ne durent que quelques secondes, l'homme ne répond pas. Dans la nuit, elle a essayé de me contacter. Oui. Mais bon, moi je devais dormir. Et puis apparemment, ça n'a pas dû sonner assez longtemps ou je ne sais quoi. J'avais eu un message, mais quelque chose d'incompréhensible. C'était... franchement, c'était quelqu'un qui avait bu. Il est 2h51 quand Nathalie laisse son message. Personne ne sait ce qu'elle voulait lui dire, l'homme ne sera jamais entendu par les gendarmes. 7 minutes plus tard, à 2h58, elle passe son dernier appel. C'est à sa mère qu'elle veut parler. Elle nous a appelés de 3h15 à 4h du matin. Évidemment, comme d'habitude, j'ai senti que c'était parce qu'elle n'était pas bien. Nous avons discuté. Nous avons refait le monde, elle a discuté avec mon mari aussi, ils ont échangé des points de vue sur Internet. Elle a même fini par rire avec lui à la fin sur son incompétence. Et nous l'avons laissé chacun lui faisant promettre d'aller vite se coucher et qu'on se rappellerait le lendemain. Et le lendemain, ça a été trop tard. Après 1h12 de conversation, Nathalie raccroche, il est 4h15. L'accident se produit vers 4h30 à 15 km du domicile de Christophe. Nathalie est donc partie directement après avoir raccroché. Sa mère ne se doute de rien, Nathalie a plus de 2 grammes d'alcool dans le sang.
L'accident est inévitable. Malheureusement, elle est morte sur le coup et on m'a prévenu, il était trop tard. Christophe est aujourd'hui accusé de ne pas avoir porté assistance à Nathalie. Le 16 décembre dernier, le tribunal de grande instance conclut à un non-lieu. Christophe est relaxé. Mais 2 jours après, à la stupeur générale, le procureur fait appel de cette décision. Mon avocat m'a annoncé ça, ça a été au moins 1h30 de pleurs. Et puis de savoir vraiment ce qu'a touché, c'est pour tout ce que j'ai fait pour ma femme depuis ces années où elle a été malade, où jamais personne n'a bougé, j'ai été le seul à la surveiller. Et on me reproche ça aujourd'hui, c'est là où on ne comprend pas trop les choses, quoi. Voilà, une très belle enquête. Nous voulions absolument vous montrer ces images pour bien vous montrer que personne n'est à l'abri de ce genre de situation. Car je suppose, monsieur, que si la première fois les bras vous en sont tombés quand vous avez été accusé de non-assistance à personne en danger, après le non-lieu, quand il y a eu l'appel du procureur qui demande donc à ce que vous repassiez devant le tribunal pour une nouvelle fois non-assistance à personne en danger, vous ne devez rien comprendre. Non, je comprends rien. Je comprends pas, et puis je comprends toujours pas. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour montrer que j'aimais ma femme, j'ai toujours tout fait pour elle, et puis Alors, le crier au... Nous ne sommes pas là pour interférer dans le système judiciaire. La justice fera bien son métier, mais vous avez le droit de vous exprimer, monsieur, et vous avez des choses à dire, et vous avez le droit de les dire sur ce plateau. Ce qui est incroyable, c'est le nombre de témoignages très proches de votre femme, où vous passez pour un héros, de quelqu'un qui a dévoué sa vie. Votre fils le dit, je ne connais pas un homme qui serait resté plus de 10 jours avec elle, parce que visiblement c'était son destin et parce qu'elle était malade. Mais vous étiez quand même sur le qui-vive avec elle en permanence. Oui, toujours. L'angoisse permanente surtout. Est-ce que vous vous culpabilisez, vous, monsieur ? Me culpabiliser, oui, je me culpabilise dans le sens où je ne me suis pas réveillé à temps, mais ça, c'est tout. C'est rassurant pour vous également, tous ces témoignages, ce que dit votre fils, ce que dit la propre maman de la victime, ce que dit l'ami de cette victime, comme quoi vous étiez toujours là et que... Rassurant, oui, c'est rassurant dans le sens où je suis content que ça passe aujourd'hui sans aucun doute. Et moi, j'ai rien à me cacher, je me connais, je sais ce que j'ai fait pour ma femme et tout ça, c'est pour moi absurde. Est-ce que son mal de vivre fait que c'était son destin, que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça aurait mal fini ? Oui, je pense. Je pense. Et vous-même, vous avez dit aux agents hospitaliers à certains moments, attachez-la parce qu'elle peut... Bien sûr. Les urgences, ils la connaissaient, ma femme. Ça faisait quand même 5 fois que je l'ai emmenée là-haut en l'espace de 4 ans. Donc ça aussi, j'arrive pas à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on me reproche à moi que ma femme s'est tuée. Et du côté de l'administration, aussi bien les hôpitaux que son médecin, personne n'a jamais rien fait, en sachant très bien qu'elle était malade et dépressif. Dans quel état est votre fils aujourd'hui ? Puisqu'on voit qu'il est quand même très affecté. Il est comme moi, il est comme son père. On essaye de vivre avec ça tous les jours, ce qui n'est pas évident. Surtout avec des poursuites comme ça derrière. C'est absurde et dur. Alors, Maître Novakovic, ce monsieur donc a été d'abord relaxé. Enfin, dans un premier temps, il y a eu un non-lieu. Maintenant, il y a un appel, mais il risque quoi ? La peine prévue par l'article 223.6 du Code pénal, alinéa 2, c'est malheureusement une peine de 5 ans d'emprisonnement avec 75 000 € d'amende. Donc effectivement, quiconque ne porte pas secours à une personne dont la vie est en péril est punissable de cette peine. Il s'avère que, et c'est la bonne nouvelle quand même, c'est qu'un juge d'instruction a considéré qu'il n'était pas responsable de ce suicide et a rendu une ordonnance de non-lieu. Je précise simplement qu'on ne sait pas si c'est un suicide, c'est peut-être tout simplement un accident de la circulation. C'est un suicide, c'est un accident. Oui, c'est voilà. Oui, enfin bon, c'est ce qui est considéré dans ce dossier. Elle n'était peut-être pas partie pour se suicider, elle est peut-être partie pour retrouver cet homme ou quelqu'un d'autre, et comme elle avait ou bu ou on ne sait pas, elle a peut-être glissé, c'est simplement un accident tout bête. Elle avait bu de toute façon, Julien, puisque je crois qu'il y a eu, après l'autopsie, une analyse de sang. Il y a eu une analyse de sang. Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, elle avait énormément bu. Mais alors, ça veut dire que dans l'esprit du procureur, il aurait fallu l'interner à un moment donné, comme elle s'était suicidée une fois, comme elle avait tenté de se suicider une fois, une deuxième fois. Comment auriez-vous pu éviter cela ? Ce qui a été dit au tribunal, c'est que j'ai pas été là pour la sauver, mais après, le comment, je sais pas sur quelle base ils se sont basés. On m'a rendu un jugement au tribunal où
où en fait je suis coupable de ne pas l'avoir aidé, quoi. Mais... Les gendarmes en plus semblent être eux-mêmes, hein, enfin je mets ça au conditionnel, mais sembleraient être eux-mêmes très étonnés par ce jugement. Ils ont été très étonnés, parce que j'ai été poursuivi pour cette affaire. Eux-mêmes disent dans le reportage, s'ils nous avaient appelés, on n'aurait rien pu faire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu en fait que vous cachiez les clés de la voiture, mais en fait une épouse reste une épouse, elle a le droit d'avoir accès à sa voiture, d'avoir accès à un couteau de cuisine. Et vous les aviez cachées les clés? J'avais caché les clés. En plus? Oui. Elle a trouvé son double. Maître Michel. Je peux simplement faire une observation, c'est que si quelqu'un a mis en danger la vie de cette dame, c'est manifestement pas monsieur, c'est ceux qui n'ont pas pris les mesures, alors que la loi prévoit quand quelqu'un est dangereux pour lui-même ou pour autrui, qu'on peut d'office l'interner pour le faire soigner. Et ça, c'est l'autorité, c'est l'administration qui avait à le faire, c'est pas monsieur. Vous avez peur aujourd'hui, monsieur? Peur, oui, inquiet, oui. Surtout que j'ai mes 3 enfants derrière. C'est surtout pour ça. Moi, il faut que je continue ma vie pour mes enfants. Et j'ai peur du rendu du jugement, oui, c'est clair. Alors, Maître Fellono, revenons maintenant, parce que je pense que tout le monde doit être abasourdi devant son téléviseur en se disant on a tous des problèmes familiaux, on a peut-être tous quelqu'un dans sa famille qui est comme ça, quelqu'un de fragile. Nous, on a entendu parler, Maître de Caumont, pour peut-être dire un mot, on avait entendu parler du fait qu'un cafetier, qu'une discothèque pouvait être accusée de non-assistance à personne en danger si elle servait énormément de verre. D'ailleurs, c'est passé il n'y a pas très longtemps au tribunal. Laisse partir un client complètement sous. Mais dans le cadre du foyer. Pour moi, le fait que cette dame soit morte au volant alors qu'elle avait bu et qu'elle avait 2 grammes d'alcool expliquerait peut-être cette dureté de la loi ou de la justice qui poursuit monsieur, parce qu'on a une sorte de tendance à l'heure actuelle à une immense sévérité pour tout ce qui est infraction au code de la route lorsqu'on est sous l'empire de l'alcool. On peut imaginer que maintenant, si vous organisez une soirée chez vous, vous soyez également tenu de protéger la vie de vos invités, parce que le délit pénal... Écoutez attentivement ce que nous dit Maître Fellono. Vous organisez une soirée, un mariage, quelque chose comme ça, quelqu'un part complètement sous, ivre. Il peut vous arriver ce qui arrive à ce monsieur. On peut vous reprocher la même chose qu'à monsieur, puisque le délit pénal ne dit pas dans telle ou telle circonstance, ça peut être à n'importe quelle occasion. Et pourquoi pas un mari avec son épouse. Quand on a quelqu'un qui essaye de faire tout ce qu'il peut ou n'a pas conscience, ne se rend pas compte. Ou alors, dans ces cas-là, peut-on se dédouaner, si je puis m'exprimer ainsi, en donnant un coup de fil à la police en disant voilà, je suis avec mes parents, je ne veux pas qu'ils repartent. Alors, ça veut dire... Et s'ils partent quand même, vous voyez, j'ai prévenu la police. Ça veut dire qu'effectivement, on risque d'en arriver à une situation, à cause de ce genre de poursuites que je trouve pour ma part inopportune. Je rappelle que le parquet a l'opportunité des poursuites. Il n'est jamais obligé de poursuivre. Il peut décider de ne pas poursuivre un mari éploré qui a, je crois, déjà suffisamment souffert comme cela. Aujourd'hui, monsieur, quand est-ce que vous avez des dates concernant cet appel? Pas encore. J'ai vu mon avocat vendredi dernier et il ne sait pas encore. Donc il faut que j'attende. Vous êtes venu ce soir... Entre 6 et 8 mois, il m'a dit. 6 à 8 mois. Vous exprimez, je vous laisse le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui vous regardent? J'ai envie de dire tout simplement que j'ai toujours aimé ma femme et sa mort, pour moi, c'est une douleur atroce. Et ce qui m'arrive derrière, c'est scandaleux et rappelons-le. Inimaginable. Un coup de poignard à un homme déjà à terre. Monsieur, je vous remercie 1000 fois de votre visite et nous ne manquerons pas de tenir bien sûr au courant nos téléspectateurs de l'issue de ce jugement que j'espère pour vous positif. Merci 1000 fois, monsieur.